vous remercier pour avoir fait le déplacement à cette séance d'échange sur un thème d'intérêt pour vous, pour la gestion de vos entités. Donc, la NPME, en partenariat avec la BFI, entendez l'Association béninoise des fiscalistes privés, initie depuis l'année dernière un certain nombre de sessions de formation et de rendez-vous fiscaux que nous animons les vendredis. Et cela porte généralement sur des thèmes d'intérêt, dont celui dont nous allons parler tout à l'heure. Donc je suis Ulrich Paco, je suis fiscaliste membre de la BFI et j'ai à mes côtés M. Jean-Bosco Komankwe, fiscaliste aussi. À deux, nous allons vous faire une petite présentation sur ce que c'est que le contrôle fiscal, comment est-ce que le contrôle fiscal est conduit, quelles sont les garanties que vous avez en tant que contribuable lorsque vous êtes face à un inspecteur des impôts qui est là pour faire son travail, c'est-à-dire qui est là pour exercer l'action de l'État dans le cadre du contrôle de votre entité. Alors, ce que vous devez retenir, c'est que le système fiscal béninois, il est déclaratif. Il est déclaratif, cela veut dire que il vous revient, vous-même en tant qu'entrepreneur, de déclarer à l'État ce que vous avez effectué comme activité à la fin de l'exercice pour une catégorie d'impôts et mensuellement pour d'autres catégories d'impôts. Ce qui veut dire que l'État ne vient pas se substituer à vous dans un premier temps pour vous mettre à charge des impôts qui ne correspondent pas à vos activités. Alors, cela est tellement lourd de sens que tout ce qui suivra après dépend de la manière dont vous-même vous vous comportez à travers ce mécanisme de déclaration. Déclaration, ça veut dire que c'est vous-même qui êtes déjà en avant-garde de l'information financière que vous portez à la connaissance de l'administration fiscale. Et cela m'amène à attirer votre attention sur le fait que, généralement, aujourd'hui au Bénin, il y a deux catégories, il y a deux régimes principaux. Il y a le régime de la TPS, c'est-à-dire si vous êtes une entité dont le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 50 millions, moins de 50 millions, vous relevez de la TPS. Et le régime du réel pour les entités de plus de 50 millions jusqu'à plus infini. Cela veut dire que chaque régime a ses obligations fiscales. Les obligations fiscales qui incombent au régime de la TPS sont différentes des obligations fiscales qui incombent au régime du réel. Donc, mais ce qui est sûr, c'est que chaque entité doit déposer ses états financiers à la fin de l'exercice. Et dans ces états financiers, vous faites le point de tout ce que vous avez eu à mener comme activité au cours de l'année. Le chiffre d'affaires que vous avez eu à faire, les charges que vous avez, auxquelles vous avez fait face, quelle est la nature de vos revenus et l'imposition dépend de votre régime. Quand vous êtes à la TPS, le taux d'impôt est de 2% de votre chiffre d'affaires. Quand vous êtes à l'autre régime, le taux est de 30,5% sur le bénéfice. Donc, comme je l'ai dit, les obligations diffèrent. Mais quand vous avez connaissance de ces obligations-là, et que vous êtes outillé sur comment est-ce que vous devez procéder pour faire les déclarations, il revient maintenant à ce que votre bonne foi vous amène à faire correctement vos déclarations. Et à comprendre quels sont les mécanismes par lesquels vous êtes sûr de ne pas avoir de problème si vous faites des déclarations qui ne sont pas justes. Donc, il faut absolument que vous ayez une comptabilité. Parce que pour avoir la sincérité de l'information, vous n'allez pas inventer. C'est la comptabilité qui va vous révéler ce que vous avez à faire comme opération. Donc, je vais rapidement vous donner la parole pour que vous vous présentiez et que vous me dites dans quel secteur d'activité vous vous trouvez. Cela va nous permettre d'axer les exemples que nous aurons comme illustration à donner dans le cadre de cet entretien. Merci. Bonjour monsieur, bonjour à tous. Moi je suis Estelle Sati,
Je suis comptable de Fram Conseil Sal. Nous sommes dans la production des liqueurs alcoolisées. Et nous avons une marque dénommée King of Soto. Donc, je suis la comptable de King of Soto. D'accord. Merci. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Nadja Kamandi. Je suis dans l'événementiel. Dans les événements. Ok. Donc, vous êtes prestataire de service? Oui. D'accord. Donc, je vais laisser maintenant la deuxième partie de la présentation qui va s'axer sur le plan suivant. Dans un premier temps, nous allons voir ce que c'est que le contrôle fiscal. Qu'est-ce que c'est que le contrôle fiscal? Ensuite, les différents types de contrôle fiscal. Ensuite, les informations d'un avis de contrôle ponctuel. Et enfin, nous allons parler des garanties du contribuable. Les garanties du contribuable, entendez, ce sont des mesures, des dispositions qui sont prévues par la loi et par la jurisprudence qui garantissent aux contribuables que vous êtes un bon déroulement, un bon contrôle fiscal pour que vos intérêts ne soient pas lésés. Donc, c'est le plan que nous allons adopter lors de la présentation. Donc, je vais laisser la parole à mon collègue pour qu'il puisse poursuivre avec vous. De temps en temps, je vais intervenir et nous allons voir aussi des exemples pratiques, surtout en ce qui concerne les conseils que nous pouvons vous donner lorsque vous êtes dans le cadre d'un contrôle fiscal. Merci. Bonjour, chers tous. Moi, c'est Jean-Bosco Komawé, comme il l'avait présenté. Je suis fiscaliste membre en début. Ce matin, nous avons l'occasion d'échanger sur le contrôle fiscal. En amont, on ne peut pas parler de quelque chose sans que chacun ne puisse savoir de quoi il est question. Donc, le contrôle fiscal, c'est une action qui est menée par les inspecteurs des impôts afin de vérifier que les déclarations que tous les contribuables font à chaque période constituent de bonnes déclarations. Elles peuvent être effectuées par des personnes physiques comme des personnes morales et l'administration essaie de voir si ces déclarations sont en cohérence avec la réalité. C'est même ça le but du contrôle fiscal. C'est une procédure d'examen parfois contradictoire qui amène l'administration à rechercher le juste milieu, la vérité qui existe dans les déclarations qui sont souscrites par chaque entité. Le contrôle, il existe plusieurs types de contrôle. Le contrôle interne et les contrôles externes. Et qui parle de contrôle interne, il s'agit du contrôle formel, le contrôle sur pièces qui sont regroupées dans une catégorie de contrôle qui sont appelés encore les contrôles de bureau. Le bureau qui signifie que l'administration fiscale fait un travail à partir de son bureau et le notifie maintenant aux contribuables. Ces deux types de contrôle sont sans formalité et peuvent déboucher sur une demande de justification ou une demande de renseignement, soit par une notification de redressement. En ce qui concerne les contrôles qui sont externes, comme le nom l'indique, c'est-à-dire l'administration fiscale effectue ces contrôles-là, pas à leur bureau, qui se déplacent
pour aller vers le contribuable afin de pouvoir faire ces types de contrôle. Nous avons le contrôle ponctuel, nous avons la vérification générale de comptabilité, nous avons également l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. C'est un contrôle de cohérence entre les revenus qui sont déclarés par les entités avec la situation patrimoniale de l'entité ou du responsable de l'entreprise et la situation de trésorerie et des éléments du train de vie d'une personne physique. Ces contrôles se déroulent suivant des procédures bien définies par le Code général des impôts et qui sont situés notamment dans les articles 85. Et ensuite, il y a un avis de contrôle ponctuel ou de vérification de comptabilité qui est remis au contribuable à chaque fois qu'il y a un contrôle ponctuel ou une vérification générale de comptabilité. Ces avis sont obligatoires et doivent contenir plutôt un certain nombre d'informations. Donc, je peux citer, nous avons l'objet et la nature du contrôle. C'est nécessaire que l'inspecteur des impôts, à chaque fois qu'il veut débuter le contrôle, le contribuable puisse savoir quel est le type de contrôle auquel je suis en train de pouvoir faire face. Le document doit comporter les impôts et taxes qui sont concernés par le contrôle, la période qui est concernée par le contrôle, la date et l'heure de la première intervention, le nom, les noms et prénoms et la qualité des agents en charge du contrôle et la mention de la faculté pour le contribuable de se faire assister par un conseil de son choix. Ça, c'est tellement nécessaire que parfois, ces éléments-là qui sont là, leur absence peut rendre nul l'acte qui est l'acte objet de contrôle. C'est pourquoi c'est très important pour le contribuable de quand même savoir quels sont les documents et les garanties que j'ai face à un contrôle fiscal. Comme j'ai l'habitude, nous avons l'habitude de le dire à toute personne, en réalité, le contrôle fiscal n'est pas un outil pour l'administration pour faire mal aux entreprises. C'est juste un outil de justice. C'est un outil qui permet à l'administration de voir si on entend ce que vous avez bien fait en amont, si c'est vraiment ce que la loi aurait prévu. Donc, personne ne devrait considérer le contrôle comme étant un poids ou un problème. Donc, il y a les garanties que les contribuables ont dans un contrôle fiscal. Et la toute première intervention du fisc doit être précédée par un avis de contrôle. C'est prévu par les dispositions de l'article 1085 bis du CGI, alinéa 2. Pour rappel, les contrôles sur place comprennent le contrôle ponctuel. On avait parlé de ça tout à l'heure. Nous avons le contrôle ponctuel, nous avons la vérification générale de comptabilité et nous avons l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Et donc, quand on dit que chaque type de contrôle doit être précédé par un avis de contrôle, ça voudra dire que nous aurons un avis de contrôle ponctuel, nous aurons un avis de vérification générale de comptabilité et nous aurons également un avis d'examen de la situation fiscale personnelle. En cas de contrôle inopiné, puisque c'est aussi un outil de l'administration peut se décider plutôt d'effectuer un contrôle sans vous tenir informé au préalable. Et pour faire ça, l'administration est forcément tenue de vous présenter, avant de débuter la séance, qu'après un délai de 48 heures minimum pour vous tenir informé. Les non comptés plutôt les jours fériés qui sont fermés, que l'on n'utilise pas pour travailler. Il y a le droit de se faire aussi assister par un conseil de son choix tout le long du contrôle.
qui est une garantie accordée aux contribuables. Le contrôle fiscal ne peut également être effectué par un agent qui est un grade moins, qui soit pas un inspecteur des impôts. Puisque vous savez, il y a des contrôleurs, il y a des agents, les ACAI, comme on le dit, les agents de constatation d'assiette. Donc, il faut tout au moins avoir le grade d'inspecteur avant de pouvoir conduire une mission de contrôle ponctuel. Il y a le respect de la durée du contrôle, qui est également une garantie que le contribuable a et le faire valoir. Il y a également que la vérification doit s'effectuer dans les locaux de l'entreprise. Cependant, le contribuable peut autoriser le vérificateur à emporter copie des documents comptables et les livres qui doivent être utilisés, mais ces documents doivent être retournés au contribuable. Au plus tard, le jour de la synthèse, puisque qui parle de contrôle parle de synthèse. Et les agissements ou les observations qui sont effectuées par l'administration fiscale au moment du contrôle, à la fin, doivent être mentionnés sur un document synthétique et communiqués au contribuable. Donc, cette séance-là est nécessaire. On parle de l'instauration du débat oral et contradictoire, puisque c'est en ce moment que l'administration donne sa position, le contribuable également donne sa position et justifie la position par tout ce que la loi aurait prévu en la matière. Donc, sur demande du contribuable, le contrôle peut également se faire dans les locaux de l'administration fiscale. Et le contribuable doit mentionner un écrit pour souhaiter que le contrôle soit effectué au sein de l'administration fiscale. Ensuite, nous avons également un certain nombre de garanties. Je viens de le rappeler. Le débat oral contradictoire, c'est nécessaire pour l'administration d'instaurer ce type de contrôle. Bon, en matière de contrôle ponctuel, la durée de l'intervention ne peut excéder 2 demi-journées et exceptionnellement 3 demi-journées. La durée de l'intervention en matière de vérification générale de comptabilité ne peut également dépasser 3 mois pour les entités dont le chiffre d'affaires annuel se trouve dans les limites de 500 millions. Pour les entreprises qui sont au-delà dont le CA, le chiffre d'affaires, est au-delà de 500 millions, les entités, le délai de contrôle peut aller à 3 mois et peut également être prorogé exceptionnellement jusqu'à un délai de 6 mois. Ensuite, vous pouvez savoir que qui parle de contrôle parle d'une notification de redressement, puisque quand on contrôle, c'est clair qu'on va constater des irrégularités ou on va vous mentionner cela à travers le document. Donc l'administration doit envoyer un document et le contribuable est tenu de faire ces observations par un courrier à l'administration fiscale dans un délai de 3 mois où il répond par envoi d'une lettre avec confirmation de la rentrée de redressement. Ça veut dire que quand le contribuable répond à son courrier, généralement on lui donne 30 jours. Quand on lui donne les 30 jours, l'administration en retour a un délai de 3 mois pour pouvoir maximum pour pouvoir réagir. Et l'administration peut prolonger ce délai jusqu'à 6 mois afin de pouvoir donner suite à ces observations à elle sur la réponse du contribuable. C'est ce qu'on essaie d'expliquer là. Maintenant, en cas de confirmation des redressements, c'est que le contribuable doit être tenu informé de la possibilité que le contribuable a d'obtenir une diminution
des pénalités et amendes par la procédure transactionnelle. Cette procédure transactionnelle est une procédure peu connue par le contribuable. Le contribuable pense que quand il est contrôlé, qu'on lui notifie un redressement, qu'il est contraint de payer la totalité de ce montant qui a été notifié. Alors, l'administration a un outil qu'il appelle la transaction qui permet de réduire de moitié le montant des amendes pénalités à travers ou à la suite d'un redressement. Mais le contribuable bénéficie de ça seulement s'il s'engage à payer la totalité du montant de droit principal. Donc c'est ça. Mais il y a autre garantie que nous appelons garantie commune, puisque l'administration doit indiquer clairement dans la lettre portant confirmation de redressement que le contribuable a la possibilité de saisir la commission des impôts par une simple lettre, soit par la DGI ou par le recours contentieux. L'administration doit faire cette ouverture, puisque c'est un moyen de communication. Dans ta notification de redressement, tu vas pouvoir demander au contribuable qu'il a la possibilité de saisir la commission des impôts. C'est peut-être un outil que beaucoup de contribuables ne connaissent pas, mais la commission des impôts, c'est une commission qui existe, qui a été prévue par l'administration fiscale, afin de pouvoir gérer tous les différends entre les contribuables et le fisc, sans que cela soit une procédure de contentieux. Aucun redressement concernant une période précédemment vérifiée sur place ne peut être effectué sauf réparation d'erreurs. Les dispositions de l'article 1085 alinéa 3 et 4 du CGI ont prévu que quand une période est précédemment contrôlée ou vérifiée, on ne peut pas revenir sur ça pour pouvoir notifier des redressements. À moins qu'il y a des erreurs de position qui apparaissent au sein des examens du dossier. Donc, c'est seulement quand on est en train de faire le travail et qu'on constate des évolutions, ce n'est pas en ce moment qu'on fait une notification de redressement. Mais la période est passée et vous enclenchez une autre vérification de comptabilité, vous revenez derrière. Vous allez peut-être constater des erreurs ou des évolutions, mais qui n'affectent pas la notification de redressement sur la période actuelle sur laquelle vous êtes en train de faire le contrôle. Toute erreur commise par le contribuable sur la base d'informations erronées fournies par l'administration ne lui sera pas imputée. Je prends un exemple. C'est aussi une phrase simple. Je suppose que en 2020, j'ai fait objet d'un contrôle et on me redresse dans un sens donné. Et j'ai fait des paiements de droit où l'administration à travers un écrit me dit que dans la pratique là, désormais de faire telle opération dans tel sens. Et j'ai commencé par faire ça. Suivant une notification de l'administration, un écrit. Et demain, on revient pour me dire que ce procédé-là, on doit m'imposer encore par rapport à ça parce que j'ai déjà fait telle chose. C'est ce qu'on est en train de dire. Si c'est une erreur qui a été fournie par l'administration, on ne peut pas revenir là-dessus pour pouvoir imputer encore la charge de cette erreur à l'entité. Voilà. Il faut également faire connaître au redevable la nature et les motifs de redressement envisagés et l'inviter à faire parvenir ses observations ou son attestation dans un délai de 30 jours. C'est comme ce que j'étais en train de dire. Le débat, la procédure du contradictoire doit être suscitée. Et c'est ça qui permet même de savoir qu'on n'est pas dans un bras de fer dans l'administration, avec l'administration. Une procédure de position d'office est mise en œuvre lorsqu'un contribuable n'a pas rempli ses obligations déclaratives ou s'est abstenu de la réponse à une demande de relance. Cette procédure consiste à faire une évaluation d'office puis une taxation d'office. C'est par opposition à la procédure de redressement contradictoire, nous avons la procédure d'évaluation de position d'office. Vous savez que autant que vous êtes
au moins vous êtes constitué en entité, il y en a qui sont dans des professions réglementées, il y en a qui exercent leur business, mais il ne faut pas déclarer ça à l'administration. Il ne faut même pas connaître le business par l'administration. C'est ce type d'entreprise-là, ou ce type d'entreprise qu'on met en œuvre une procédure d'imposition d'entreprise, puisqu'il est clair prouvé que l'entité réalise des activités et ne déclare pas ça. Ou on lui écrit une notification, mais elle ne répond pas, elle ne réagit pas. C'est ça, on dit que n'a pas rempli cette notification ou s'est abstenu de réponse. En ce moment, l'administration évalue d'office la base imposable sur la base de ces recrutements et notifie ça son redressement. Il y a des erreurs que nous devons éviter. Avant que nous poursuivions, je voudrais vous poser une question simple. Qui parmi vous a déjà eu son entité qui a fait face à un contrôle fiscal? Vous avez été à ça déjà une chose. D'accord. Ok. On va laisser le temps à ceux qui se ont rejoints après de se présenter et de nous indiquer leur secteur d'activité pour que nous puissions être parfaitement. Nous n'avons pas d'appel. Allez-y, madame. Je m'appelle Emeka. Je travaille dans la société ainsi. La société? Ainsi. Ok. Vous faites quoi? On vend des plats. Ok. D'accord. Quand est-ce que Oui. Alors bonjour à tout le monde. Ayouba Saïd, je suis promoteur d'un label qu'on appelle Yubi, qui fait dans la production des jus de fruits et des liqueurs bio. Je suis la Corinne. Je suis stagiaire en comptabilité fiscale. Je me trouve au nom du Paco Robert. Je suis stagiaire du Paco. Merci l'assistance. Alors, pour ceux qui ont déjà eu affaire à une procédure de contrôle fiscal, quelle a été la procédure, parmi tout ce que nous avons expliqué maintenant, vous avez compris qu'il y a plusieurs types de procédures, n'est-ce pas? Alors, au regard de ce que vous avez vécu vous-même, dans quelle catégorie se situe ce que vous avez eu comme contrôle? Ou expliquez-moi un peu comment ça s'est passé. Est-ce qu'ils sont venus dans les locaux d'entreprise? Est-ce qu'ils vous ont juste pas écrit? Décrivez-moi un peu comment cela s'est passé. Merci. Je crois qu'ils nous ont appelés pour nous dire qu'on avait un courrier au niveau du service des impôts. C'était une ancienne structure dans laquelle j'avais travaillé. Et j'étais la comptable. Je suis allée récupérer le courrier. J'ai constaté qu'ils me demandaient ils m'ont dit, ils nous ont notifié qu'on a un contrôle fiscal à telle date. Ils ont précisé la date. Ils m'ont demandé, ils nous ont demandé également d'apprêter des documents. Et ça concernait le salaire, la déclaration de TVA, parce que c'était une entreprise agroalimentaire, on était dans la pâtisserie, un peu de tout. Donc, quand j'ai reçu le courrier, j'ai informé le directeur que voilà, on a un contrôle fiscal. Ils m'ont demandé d'apprêter les documents. J'avoue que c'était la première fois, donc j'étais un peu stressée. Donc, j'ai apprêté tous les documents concernés. Et le jour-là, le patron de la société aussi était là. Ils sont venus, ils étaient deux. Ils ont pris cette devant moi. Ils m'ont demandé ce qu'ils ont notifié en fait dans le courrier, les documents qu'ils ont demandé d'apprêter. Ce sont ces documents-là qu'ils m'avaient demandé. Donc, j'ai remis les documents, ils ont vérifié et tout. Et on a discuté des discussions, on avait parlé de l'IPTS qui se calculait sur le salaire brut arrondi.
au milieu de francs inférieurs et tout. Donc, il y avait des écarts de 1 franc et 2 francs qu'on était en train de tirailler sur lesquels on ne s'entendait pas. Mais au finish, on s'est entendu sur ça et puis c'était ça s'est bien passé. Et par rapport à la déclaration de TVA également, parce que en ce temps, on n'avait pas encore un régime de TPS et autres où j'avais fait le contrôle fiscal là. Donc, on avait aussi accentué des points sur la déclaration de TVA du mois, sur quoi je me basais pour faire la déclaration, parce que le pain seul était exonéré. Donc, comme moi j'avais un fichier Excel où j'enregistrais toutes les ventes du mois d'abord pour faire la part du chiffre d'affaires exonéré et du chiffre d'affaires taxable. Donc, ils ont vérifié mes fichiers. J'ai imprimé également la balance pour qu'ils puissent voir et si réellement par rapport à ce que j'ai notifié, j'ai respecté ça. Donc, ça s'est bien passé. Donc, pour la première fois. Pour les autres fois, ça ne s'est pas du tout bien passé. C'était une entreprise de BTP. On était beaucoup à l'époque. J'avoue que le stress, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, les entreprises de BTP, c'est totalement une autre réalité. Tu ne dors pas la nuit parce que quand tu es comptable, on te dit, l'impôt te dit qu'il vient déjà. J'avoue qu'aujourd'hui, je peux dire que je ne suis plus à ce stade-là. Je me dis aujourd'hui que c'est un rendez-vous d'échange. Il a m'apprendre par rapport à cette expérience. Moi-même, j'ai quelque chose à lui apporter, qu'on le veuille ou pas. Voilà, c'est comme ça que je prends la chose aujourd'hui. Mais pour les débuts d'entreprise de BTP, c'était la catastrophe. On avait subdivisé les activités. Il y avait un fiscaliste. J'étais comptable fournisseur pour les paiements et tout. Il y avait encore un autre financier, assistant financier directeur du DAF qui était là. Mais quand ça tombe, c'est qu'on mélange. Et le compte, c'est que j'étais la seule femme au milieu d'eux. Et quand ils recevaient les coûts, moi-même, j'étais là. Et puis, il y avait une situation d'AIB qui se posait surtout. AIB déclaré, pourquoi vous n'avez pas déclaré tel AIB? Et le fiscaliste, je le voyais pour dans tous les sens. Dans la boîte, moi je devais faire le paiement, je devais prélever les AIB. Quand moi je prélevais, je lui remettais les dossiers. Il y avait des AIB qui n'étaient pas malheureusement pris en compte. Mais ce qui m'étonnait chez eux, c'est que chaque fois, on avait tellement de contrôle que je ne sais pas si c'est parce qu'on avait gagné un gros marché ou c'était sur leurs yeux. Franchement, vous m'excusez. Quand ils voyaient le montant du marché déjà, donnez-nous tel document, on a besoin de ce, on a besoin de ça. Et ce qui m'a encore intrigué, c'est qu'on avait un cabinet d'audit. On avait un cabinet d'audit dans le temps où les jeunes filles du cabinet venaient, elles faisaient les bails, elles nous demandaient des documents. Donc pour moi, c'est que quand je suis une entreprise, et j'ai un cabinet d'audit pour me suivre tout ce qui se passe et faire le point. Quand il y a contrôle fiscal normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. On paye cher le cabinet. Cher, je préfère faire le nom. On paye cher le cabinet, c'est un grand cabinet de ce pays. Mais chaque fois qu'il y a un problème fiscal, on se retrouve dans la merde. On ne rentre plus pratiquement à temps. Il fallait rentrer après 2 heures, après 3 heures. Le stress était au top, quoi. Donc je ne sais pas pourquoi on aura un cabinet. Et on sera dans un moment où on a un cabinet normalement qui est censé corriger les anomalies avant que le service des impôts ne fasse le contrôle. Et chaque fois qu'on le sait, on a eu ce problème durant tout le projet de construction de camps. C'était ce marché dans ce temps. On a eu tous les problèmes. Donc j'avoue que les débuts, c'était un peu comme ça. Après, j'ai pris le. Maintenant, quand on me dit j'ai un contrôle fiscal, j'avoue. Le stress peut être l'année. Je me dis, il faut être tranquille parce que tu n'as rien volé, tu n'as rien pris. Surtout ça. Surtout moi, je suis surtout tranquille parce que je sais qu'il veut corriger en fait ce que j'ai fait. Et ce que j'ai fait, je dois pouvoir défendre ça. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Et ce que je fais actuellement, j'essaie de me documenter. Il faut lire. Si tu essaies de lire, quand il va parce qu'il y a des trucs, vous m'excusez, eux-mêmes là, ils ne se retrouvent pas dedans. Et c'est à toi de leur dire, bon, excusez-moi, je suis en direct.
Chers amis, on va me. Bon, c'est ça, mais aujourd'hui, j'ai compris qu'il faut collaborer avec eux, il faut collaborer avec eux de manière très, très à l'aise. Donc, et il y a des trucs, quand tu ne lis pas, tu ne peux pas comprendre. Surtout, tu ne peux pas être un financier ou comptable et ne pas imprégné de la loi de finances. Les prélèvements, les taux d'arrêt, les compensations, tu dois être au cœur de l'information. C'est ce que moi j'ai un peu vu. Merci. Alors, je note beaucoup d'expérience quand même, surtout avec les certaines activités que vous avez parcourues. Je voudrais vous dire ceci. C'est avec l'expérience que vous avez su que le contrôle fiscal, ce n'est pas, je dirais, une sanction. N'est-ce pas? Alors, sachez que, en réalité, c'est l'inobservation des règles qui amène certains professionnels à se sentir mal à l'aise lorsqu'il y a un contrôle. Parfois, ce n'est pas du fait du professionnel qui s'agit du comptable de l'entreprise. Parce que si vous faites des revenus d'AIP et que cela engendre la trésorerie, qui en fait n'est pas pour vous, nous allons voir dans les conseils tout à l'heure quelques mesures à éviter. Et que vous ne le reversez pas. La loi dit qu'il faut le reverser au plus tard le 10 du mois qui suit le prélèvement. Lorsque vous avez un contrôle et qu'il est avéré, parce qu'il suffit de prendre les relevés bancaires de l'entreprise, de prendre votre comptabilité, on arrive facilement à savoir quels sont les paiements que vous avez effectués au cours de telle période. Donc, il est facile d'identifier quelles sont les factures, les paiements pour lesquels vous n'avez pas prélevé l'AIB, ou si vous l'avez prélevé, c'est que vous allez passer à l'écriture en comptabilité. Mais cette écriture ne sera pas soldée parce que vous n'avez pas procédé au paiement. Donc, votre comptabilité, en fait, doit se laisser lire. Et c'est en fonction de ce que la comptabilité reflète comme information que l'inspecteur se positionne et vous attend comme fou. Pourquoi est-ce que le départ oral et contradictoire est important? Vous savez, les redressements ou l'expérience que j'ai ont évolué avec le temps et avec les lois de finances respectives. Il fut un moment au début, quand moi je j'entrais dans cette profession, on parlait énormément de. C'est-à-dire, le problème qui se posait le plus, c'était par rapport au taux de marge. L'administration, on observait dans les contrôles que l'administration requalifiait ou redéfinissait les taux de marge par certaines activités parfois. Vous êtes par exemple dans le commerce de tel article ou vous êtes dans une activité donnée et l'administration estime que votre bénéfice déclaré, le taux de marge que vous avez déclaré, est trop faible par rapport aux entreprises de votre secteur. J'ai connu cette époque-là. Après, ça dit, ce qui est récurrent, c'est qu'on analyse les charges. Si vous relevez du régime de réel. Parce que les charges, avant de les déduire, doivent remplir un certain nombre de conditions. Si ces conditions ne sont pas respectées, on vous réitère ces charges-là et on vous l'impose. Donc, dans l'avènement des réformes, il y a eu des complications par la suite. C'est-à-dire, je prends le secteur du flux. En matière de déduction, par exemple, pour la TVA, si une facture n'est pas le porte-bail du flux de l'entreprise, vous ne devez pas déduire. Mais beaucoup sont tombés dans ce flux-là et ont eu des redressements aussi. Donc, il y a eu aussi dans l'établissement des états financiers la déclaration spéciale des commissions honoraires. Pendant longtemps, lorsque vous ne le mettez pas à jour, c'est juste un document qu'il faut conseiller, dans lequel vous devez récapituler tous les prestataires de services que vous avez rémunérés au cours de l'année. Tel conseil, tel notaire, tel architecte, ainsi de suite. Et lorsque vous ne le faites pas, c'est que vous perdez la déductibilité de la charge de ce que vous n'avez, en fait, les charges correspondantes à votre comptabilité et d'autres sanctions. Aujourd'hui, ça a évolué. On vous envoie une mise en demeure pour que vous puissiez le faire. Mais en son temps, c'était des points qui étaient, comme on trouvait pratiquement dans
toutes les comptabilités. En fait, dans toutes les notifications de redressement. Je vais laisser la parole à madame pour nous raconter un peu comment ça va vécu et quel type de contrôle. Merci. Je voudrais dire que la société avec laquelle j'étais, c'était une SA. Donc c'était traumatisant avec les contrôles fiscaux. Parce que l'entreprise était internationale et c'était dans le commerce, dans la vente du ST. Et la vente du ST, ça était la production aux consommateurs. C'est-à-dire, nous, on était installés en tant que succursale de détail. Et il y avait un magasin de gros par rapport au grand marché, tu as raison. Mais quand il s'agissait de contrôle fiscal, c'est comme la dame l'a dit tout à l'heure, il y avait un cabinet d'audit qui devrait normalement s'en charger. Mais franchement, même le cabinet devenait, excusez-moi le terme, des militaires. Là, le cabinet faisait des tours pour venir prendre tel document. On demande, on revient encore, on appelle, on demande, on a encore besoin de tel document. Mais pourquoi, par exemple, la personne n'a pas demandé tout à l'heure quand elle était là, ou hier quand elle était là, et maintenant l'équipe des impôts descend, et ça fait encore un autre tout ce que le cabinet a demandé, c'est tout comme si ça n'a pas été fourni à temps aux impôts et qu'il fallait maintenant revenir chez nous à l'entreprise de régler chaque détail. C'était vraiment traumatisant, pas facile du tout. Alors, ce que je voudrais vous dire maintenant, c'est que les contrôles fiscaux peuvent porter sur tous les impôts ou spécifiquement sur certains impôts. Lorsqu'on prend la TVA, l'inspecteur, en vérifiant votre TVA, en analysant vos déclarations de TVA, veut s'assurer que tout ce qui est opération taxable que vous avez effectué au cours de la période contrôlée est effectivement déclaré et que la TVA que vous avez collectée a été reversée. Déduction faite de toutes les factures, les charges que vous avez supportées et qui portent la TVA déductible. Quand vous avez ça en esprit, ça veut dire que vous pouvez vous-même faire votre auto-contrôle. Généralement, les entités viennent vers nous pour que nous puissions les aider à mettre en place des mécanismes de prévention. Et je suis sûr que, en fait, les cabinets avec lesquels on parlait, est-ce que c'était des fiscalistes? Je ne sais pas. Mais c'est une spécialité aujourd'hui qui nous fait que nous arrivons en fait à vous aider à mieux comprendre. Parce qu'on a dit tout à l'heure que le contrôle fiscal ne peut être exercé que par un agent des impôts ayant au moins le grade d'inspecteur. Ça veut dire qu'il a été formé pour. Le fiscaliste aussi a été formé pour. Donc, nous comprenons mieux le jargon utilisé par les inspecteurs. Et nous essayons d'aider les entreprises à anticiper. Parce que là où le contribuable pense qu'en ignorant son chiffre d'affaires, il fait une économie tout de suite, peut-être. Mais quelques mois après, pour l'année qui suit, il va être appelé à une gorge et à payer des pénalités. Donc, nous, en passant dans une entreprise, en lui faisant ce qu'on appelle un audit fiscal, on lui dira à telle date, au regard de ta comptabilité, tu dois reverser tel montant de TVA. Il y a des entreprises qui savent pas que quand ils ont des marchés publics. Et le secteur des BTP est un secteur qui connaît énormément de redressement. De par même la quintessence des activités. Parce que quand ils prennent des marchés publics, les marchés publics ne se ressentent pas. Si c'est des marchés publics à financement extérieur, la ligne de conduite change en même temps. Parce que vous n'allez pas percevoir de TVA.
en espèces sur ce marché-là. Il va falloir faire des formalités pour avoir cette TVA-là auprès d'une structure de la direction générale des impôts qu'on appelle la mission fiscale des régimes d'exception. Mais au même moment, ça dit, vous devez en même temps faire attention à l'exécution du marché. Est-ce que vous avez des prestataires, les fournisseurs avec lesquels vous avez contracté? Donc, ce qui parfois leur crée des difficultés, c'est qu'ils prennent des marchés dans des régions où ils sont obligés d'acheter des matières premières sur place. Quelqu'un qui a un marché dans le nord du Bénin, dans une région qui n'est pas pour laquelle, par exemple, le contrat est stipulé haute intensité de main-d'œuvre. Pour ceux qui sont dans les petits pays, sans de quoi je parle, ça suppose que c'est dans la localité que vous cherchez les manœuvres qui vont travailler avec vous pour faire profiter la communauté de ce que vous voulez apporter comme travail. Donc, ces jeunes-là à qui vous faites appel, ils sont censés vous puiser de l'eau, ils sont censés vous faire de petits tâches, être manœuvre, maçon, tout ça là. Alors, le siège de la société qui est à Cotonou, qui a mis de l'argent à disposition, peut-être qu'ils cherchent chantier pour payer ces gens-là, c'est des journaliers. C'est à la fin de la journée, ils sont payés 5 000 francs, 3 000 francs. C'est un exemple que je donne. Mais du moment où vous savez que la déduction de ces charges-là doit correspondre à ce que c'est un nombre de règles, parce que c'est des prestataires. Et quand on dit prestataire, ils doivent fournir facture. Aujourd'hui, on parle de facture normalisée. Ça veut dire que la notion se complexifie un peu. En tout cas, il fallait juste faire une facture et avoir une revue. Vous êtes sûr de pouvoir trouver combien qui soit immatriculé à l'IFU dans cette région si lointaine? Vous voyez? Donc, les problèmes de ce secteur d'activité, du secteur dont on parle, par exemple, commencent déjà par ces aspects-là. Ils se retrouvent en fin d'année avec des charges qu'ils ont effectivement supportées, mais dont ils sont incapables d'apporter une justification probante. C'est des charges certes justifiées, parce que vous avez dans les États que les manœuvres, les hautes contrôle, mais en fiscalité, ce ne sont pas des charges probantes, ce n'est pas des justificatifs probants. Vous avez beau être expert avec la plus 10. Qu'est-ce que vous pourrez face à l'inspecteur si vous avez des justificatifs comme ceux-là? Donc, il nous est arrivé, nous, dans ces cas-là, d'aider ces manœuvres à se faire immatriculer en leur disant, si vous voulez travailler avec telle entreprise, vous devez constituer des dossiers. Envoyer une photocopie de ceci, et l'entreprise prend sur elle la responsabilité de les immatriculer parce qu'elle sait qu'elle a besoin d'eux. Donc, pour ne pas se retrouver dans les difficultés, nous autres, on a été appelés pour pouvoir les aider à remplir ces conditions-là. Alors, quand je laisse la TVA, je viens maintenant au niveau des impôts sur salaire. L'inspecteur, aussi, pour vous faire un contrôle dans la catégorie des impôts sur salaire, il veut s'assurer que tout ce que vous payez à vos collaborateurs est vraiment déclaré. Vous allez, ça paraît simple, mais vous n'avez pas idée du nombre de chefs de redressement que ce point-là révèle. Parce que dans les entités plus structurées, il y a beaucoup d'éléments qui parfois échappent. Dans certaines structures, il y a des gens qui ont des tickets de restauration. C'est des avantages de nature. Il y a des gens qui, dans leur contrat, ils ont véhicule de fonction, ils ont chauffeur, on leur loue la maison dans laquelle ils vivent, on leur donne d'autres avantages, on paie la scolarité de leurs enfants. Il y a des contrats, des entreprises comme ça. On leur donne le 13e, 14e, la vie. En fin d'année, là, on leur donne deux salaires. Il y a des avantages comme ça. Donc, plus vous évoluez dans ce genre de choses, plus ça se complexifie. Ce n'est plus tel que vous le percevez tout de suite. Là. Donc, ça appelle à un certain nombre de dispositions fiscales aussi. Les avantages de nature sont réglementés. Et il faut connaître quel est le traitement que je dois apporter à tel avantage de nature. La facture d'électricité, d'eau qui est payée pour le compte d'un employé, supportée par sa société, quel est le traitement fiscal adéquat? Il y en a même
à l'heure, la scolarité des enfants sont prises en charge par l'entrepreneur, mais par l'entreprise plutôt. Quel est le traitement fiscal approprié? Donc, à chaque entreprise, ses spécificités et les règles fiscales qui s'appliquent. Je l'ai dit tout à l'heure que c'est l'observation de ces règles que l'inspecteur il analyse, il voit. Et quand il identifie maintenant les chefs de redressement, il vous les notifie et vous vous défendez après 30 jours. Pour rejoindre ce qui vous l'exposé que je vous ai fait tout à l'heure. Vous vous défendez en disant non, par rapport à tel avantage, voilà la lecture que nous avons, voilà ce que nous avons fait, et tout ça vous lui apporter l'information qui va lui permettre de comprendre ce que vous avez fait. En TVA, par exemple, il est arrivé que l'entité a eu des paiements, a eu par exemple une avance de démarrage. Et beaucoup ne savent pas que l'avance de démarrage doit être déclarée à la TVA. Ou bien vous vendez des produits, un client, pendant un mois donné, monsieur vend des jus de fruits, et il a eu un contrat, par exemple, pour livrer 500 cartons de jus de fruits. D'accord? Mais le client ne lui a remis qu'une avance. Et lui se dit peut-être que c'est quand il va finir de vendre, et il va finir de prendre les sous, il va déclarer. L'avance déjà qu'il a perçue. S'il est dans le régime de l'aide, est déjà exigé. Il doit déclarer sa TVA. Donc ce sont des notions comme ça qui échappent aux entrepreneurs. Pour ceux qui nous suivent en ligne, il y a une question où on dit quels sont les impôts qui font l'objet de taxation d'office. La taxation d'office porte sur tous les impôts. La taxation d'office, c'est une procédure comme l'autre. À la différence que c'est une procédure qui est engagée par l'administration qui a pour cible un certain nombre d'entreprises qui, en fait, ne déclarent rien, sont dans le noir. L'entreprise vous a identifié, l'État vous a identifié et vous envoie une demande pour que vous puissiez vous mettre à jour. Pour vous dire, venez faire vos déclarations, je vous invite, et il y a ces lettres-là que vous voyez certainement circuler, où l'administration vous demande de vous rapprocher de personnes pour faire vos déclarations. Vous avez un siège que vous avez identifié. Et vous décidez de ne pas répondre. Donc, lorsque vous ne faites pas vos déclarations et qu'on vous relance, vous ne répondez pas, là vous tombez dans le champ d'application de la taxation d'office. Donc, qu'est-ce que l'administration fait? L'administration fiscale fait ce qu'on appelle des regroupements d'informations. Il suffit qu'il y ait l'adresse, une correspondance aux banques de la place et les banques vont lui mettre à disposition au relevé bancaire. Si vous êtes par exemple, vous vendez des cartes de recharge ou bien vous faites des opérations financières avec des réseaux de téléphonie mobile et vous pensez qu'on ne peut pas savoir ce que vous faites, c'est faux. Puisque vous avez un agrément qui vous a été délivré par ces sociétés-là. Donc, il est facile de pouvoir aller vers ces structures et émettre un droit de communication pour que ces structures disent à l'État, voilà le volume d'affaires que je fais avec telle personne. Vous avez un contrat de distribution de produits. Il y a par exemple des gens qui ont des magasins, ils vendent des produits. Ça peut être des céréales, je ne sais pas, des motos, ainsi de suite. Vous approvisionnez chez un grossiste. Vous vendez des dépôts, vous avez des dépôts de ciment. Et vous pensez que parce que vous êtes éloigné, on ne peut pas vous retrouver, c'est faux. Vous pouvez aller vous installer à Force Beta. Du moment où vous approvisionnez chez un grossiste, chez un importateur ou un fabricant, celui-là, il est connu du fisc. Si l'administration lui dit, donne-moi les informations de tous les grossistes, cette entreprise va donner cette information-là. Avec vos numéros de téléphone, tout le reste. C'est quelque part les gens vont vous décharger les nationalités. Donc, il est illusoire de penser qu'on peut échapper. On
peut être à gauche, à droite. Le mieux à faire, c'est de savoir quelles sont vos obligations fiscales. Une fois que vous savez ça, il y a des avantages aussi. Il y a des notions qui vous permettent de payer le juste impôt. Mon ami qui fait du jus de fruits, il achète des bouteilles. S'il est connu du fisc, il est obligé d'acheter cette bouteille là où on va lui donner des factures normalisées. Il achète de l'ananas. S'il achète de l'ananas au bord de la voie, il ne peut plus le faire. Donc, cela amène à une certaine discipline aussi de gestion. On peut faire le débat après pour dire est-ce que c'est plus rentable ou c'est pas plus rentable, ça c'est un autre débat. Mais si vous posez cette question-là, et que vous ignorez, vous occultez l'aspect de la fiscalité, vous serez surpris. Donc, le bon citoyen, c'est celui qui connaît les tests et qui maintenant pose le problème des difficultés qu'il rencontre. La NPME organise cette genre de séance justement, parfois pour susciter vos préoccupations. Parce que si moi je suis une entreprise, je suis à jour et que je fais ce que j'ai à faire, si j'ai des contraintes, je viens m'adresser à eux. Ils font le plaidoyer pour dire en haut là, les entreprises sont dans le secteur des jus de fruits. Ont du mal par exemple à s'approvisionner en matière première parce que l'institution de telle mesure fait que la denrée devient rare. Ou bien on a de la concurrence sur le marché au point où on n'arrive pas à écouler nos produits. C'est des problèmes en fait. Mais si vous êtes dans l'informel, la NPME par exemple reçoit sans plainte. On va lui demander ok, les entreprises là, vous êtes sûr, c'est des entreprises béninoises dans le pays. Et si vous êtes dans l'informel, vous aurez du mal à venir ici poser vos problèmes. Vous voyez? Donc, mais si vous êtes connu, vous allez tomber de force. Si la NPME dit viens une rencontre avec le ministre des Finances pour rencontrer les acteurs de la filière jus de fruits. Si on dit ça, rapidement vous sortez. Même si c'est la TPS de 150 000 francs le minimum que vous payez, vous allez venir vous asseoir pour dire monsieur le ministre des Finances, à cause de telle mesure, on a du mal à écouler le produit, ou bien on a de la concurrence, ou bien on a tel problème. Pour revenir maintenant au contrôle fiscal. À part les impôts sur salaire, il y a maintenant l'impôt sur le revenu. En matière d'impôt sur le revenu, le contrôle porte sur la réalité de votre bénéfice. Parce que comme je l'ai dit, c'est le bénéfice qui est cassé. Mais ce bénéfice, si vous diminuez, vous augmentez vos charges de façon fantaisiste. C'est que le bénéfice deviendra petit. Et si le bénéfice devient petit, l'État aussi aura un impôt qui n'est pas conséquent. Donc, le rôle de l'inspecteur en ce moment-là, c'est de s'assurer que, premièrement, vous avez déclaré le bon chiffre d'affaires. Et pour ce faire, il a des moyens à sa disposition. Il a le droit de communication, il a la possibilité d'aller chez vos partenaires, à la banque, un peu partout. Donc, une fois qu'il s'est assuré que, ok, le volet chiffre d'affaires, c'est bon, il va s'attaquer aux charges. Vous avez dit, vous avez acheté l'ananas pour 5 millions dans l'année. Quelles sont les factures qui justifient qu'il achète l'ananas pour 5 millions dans l'année? Autrefois, on pouvait se contenter des factures vues, j'ai dit. Mais maintenant, à partir de 2021, là, mais à l'heure où on parle là, on ne peut plus se contenter des factures vues, des factures normalisées. Donc, quand il finit de faire cette vérification, il s'assure que, ok, il a fait chiffre d'affaires 10 millions, il a acheté de l'ananas pour 5 millions, il a payé des salaires pour 500 000, d'accord? Les 500 000 qu'il a déclaré comme salaire, est-ce qu'il les a déclarés aux impôts sur salaire aussi? Est-ce que ce qu'il a déclaré comme impôt sur salaire, ça fait 500 000? Et le salaire déclaré là-bas fait 500 000. Il y a une concordance, ok. Ensuite, pardon? La CNSS.
qui descend, qui voit que vous avez mis, que vous avez dépensé 300 000 francs dans le transport, quelles sont les factures du transporteur pour justifier les 300 000? Une autre rubrique, vous avez dit que vous avez acheté des fournitures de bureau au cours de l'année. Et il analyse. Parce que si vous dites que vous allez faire 10 millions de chiffre d'affaires, et vous dites que vous avez acheté 5 millions de papier à l'âme et d'encre au cours de l'année, alors que vous vendez des jus de fruits, vous voyez quelque chose qui ne va pas. Donc, il y a le bon sens et l'analyse, et le frère de l'inspecteur aussi qui joue pour déceler les éventuels fraudeurs. Donc, vous-même, en tant qu'entrepreneur, si vous êtes dans la logique de dissimulation, il faut que vous réfléchissiez par 2 fois avant de monter vos chiffres. Vous faites une activité de vente de jus de fruits. Vous avez un chiffre d'affaires de 10 millions. Et parce que vous voulez réduire le bénéfice, je dis à mon ami, bon, toi tu as eu quelques millions. Donc ce qu'on va faire, tu vas me faire une facture. Comme quoi, tu m'as livré des carreaux. J'ai fait chaud. Tu m'as livré des carreaux pour 8 millions. Lorsque vous mettez ça dans votre comptabilité, l'inspecteur n'est pas bien de la dernière pluie. Il regarde achat de carreaux 8 millions. Voilà, c'est le jus de fruits qui nécessite qu'on achète des carreaux pour 8 millions. Donc, il n'y a pas de logique à. Ainsi de suite. C'est comme ça, autant de secteurs d'activité, autant de réalités d'analyse. Donc, quand il vient au niveau de vos charges, et il s'assure que toutes les pièces justificatives de ces charges-là sont là, et sont des justificatifs probants. Quand il vient de faire cette analyse, il vient maintenant au niveau du bénéfice. Est-ce que vous avez le même niveau de bénéfice maintenant? Donc, ce que vous avez déclaré et ce que lui a trouvé, quand il a fini de pointer vos charges, d'enlever certaines, de trouver d'autres qui soient exagérées, est-ce que vous arrivez au même niveau? Vous allez me dire que généralement il faut toujours quelque chose, ou bien? Mais c'est parce que les obligations fiscales ne sont pas simples aussi. Dans d'autres comptabilités, le débat va beaucoup plus loin. Là, nous sommes encore dans le basique, dans les choses simples. Parce que quand il finit de faire ce calcul-là, s'il y a des choses à vous reprocher, vous les reprochez, vous contestez, et ainsi de suite. Mais dans d'autres comptabilités, au niveau des grandes entreprises, par exemple, ça va parfois jusqu'à la pertinence de certaines charges. Parfois, l'inspecteur peut apprécier un acte comme étant un acte anormal de gestion. Une société dit par exemple qu'elle fait un chiffre d'affaires de 1 milliard, mais on retrouve une rubrique de location de véhicules 400 millions. Et vous regardez, c'est une facture réelle. Le loueur est là. L'inspecteur peut dire comment 400 millions, pourquoi vous n'achetez pas vous donner des voitures avec? Mais c'est des options de gestion. Là, on n'est plus dans la facture n'est pas réelle, la facture est réelle, mais ça pose des problèmes d'interprétation. Et là, vous tirez ces questions-là. C'est pour vous dire que la nature de la dispute entre le fiscaliste qui défend une entreprise parfois et l'inspecteur des impôts peuvent aller sur des notions qui amènent parfois soit le directeur général des impôts à trancher ou d'autres instances sur le fond des questions. Parfois, ça va même jusqu'à l'appréciation de certains biens qui sont ostentatoires, qui ne sont pas liés à l'exploitation de l'entreprise. Mais le monsieur achète un tableau de 50 millions qui vient dans le rôle de sa société. Il est dans la prestation de services. C'est une agence de voyage. Et le secteur dit mais comment? Tableau de 50 millions. Parce que quand c'est comme ça, c'est que la charge, le bien est amorti dans la comptabilité. Et l'amortissement que cela génère vient diminuer le bénéfice année en année, pendant la période où c'est amorti. Donc,
l'inspecteur dit 50 millions, vous êtes d'accord que l'amortissement de 50 millions est plus lourd que l'amortissement de 5 millions. Du coup, il se demande, mais est-ce que ce bien-là est indispensable à l'activité de l'entreprise? Le débat est posé. Parce que, en tant que conseil, je peux dire non. C'est une agence de voyage. L'agence de voyage dans du luxe et dans le tourisme, ou c'est un hôtel. Donc, suivant le secteur d'activité, certains biens peuvent être appréciés comme n'étant pas indispensables. Vous êtes une garderie et vous achetez des véhicules de luxe. C'est des exemples comme ça que je donne. Ce n'est pas que c'est forcément ça. Donc, parfois, ces gens de débat amènent les uns et les autres à ne pas s'entendre et à s'en référer aux instances supérieures de manière à ce que il y a par exemple de fonction de l'impôt. C'est des éléments comme ça. Si vous entendez parler de l'inspecteur dans le cadre de la gestion de votre dossier, que vous saisissez la commission, mais chacun viendra dire là-bas quel est le point d'achoppement. Pareil, si vous empruntez la voie contentieuse. Donc, une autre nature d'impôt, par exemple, on a parlé de TVA, TFP, on a parlé d'impôt sur salaire. On peut trouver d'autres éléments aussi. La patente. Tu peux avoir des rappels de patente. La TVL, par exemple, aussi. Ainsi de suite. Donc, une fois que vous comprenez l'esprit ou la logique de l'inspecteur, vous présentez vos comptes sociaux de manière à ce que vous puissiez les défendre et que vous les asseyez sur des dispositions aussi. On dit l'amortissement d'un bien ne peut pas dépasser tel taux. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas amortir un bien au-delà de telle période. Mais vous choisissez de l'amortir d'une autre façon. Alors qu'il y a des dispositions qui encadrent ça. Ça veut dire que vous-même, vous décidez de passer outre. Mais des raisons peuvent justifier ça. Ça veut dire que vous devez en connaître les conséquences aussi. Parce que ce n'est pas tout des. Il y a des entreprises qui disent par exemple, je veux donner on est à l'orée de la rentrée scolaire. Je dois envoyer des prix pour mon personnel pour la rentrée. La conséquence, c'est qu'il y aura des impôts sur salaire là-dessus. Mais l'entreprise dit ok. Du moment où c'est le social que je peux faire, même si ça peut générer des impôts, je les assume. Ça, c'est des décisions de gestion. Mais le faire en se disant non, on ne va pas déclarer ça, c'est ça qui tombe maintenant sous le coup de la loi. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on aborde la partie qu'il voulait. Merci beaucoup. Dans la partie sociale, j'ai une question. Si une entreprise décide de faire une action sociale, c'est-à-dire peut-être faire des dons à un orphelinat par exemple, comment justifier face à l'impôt cette action? Est-ce que cette action est imposable? Je voudrais savoir un peu comment ça se fait. Alors, les dons sont autorisés, mais ils sont juste plafonnés. Sinon, s'ils n'étaient pas plafonnés, chaque année, vous allez dire qu'on avait des dons. Tout ça pour diminuer le montant du bénéfice. Donc, en faisant vos dons, il faut savoir qu'il y a une limite de dons qui est autorisée. Si vous dépassez cette limite, l'État ne reconnaîtra que cette limite. Et c'est le millième qui a fait. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas que les dons, non, il ne faut pas faire don. On peut faire don. Mais c'est plafonné. Mais comment justifier ça? Oui, la structure, en réalité, quand on dit que c'est plafonné, il faut prendre des dispositions. Si je veux aider un orphelinat, c'est que ils ont un compte bancaire, je leur fais peut-être un versement, un paiement de mon entreprise. On
je peux retracer les mouvements financiers qui prouvent que c'est à tel féminin que j'ai fait ce don-là. Ouais. Il y a des documents comptables que vous devez apprêter. Si vous avez au moins déjà un autre document ou bien ils font une lettre de reconnaissance pour attester qu'ils ont reçu des fonds de votre société et tout ça, c'est des documents qui peuvent être utilisés. Si c'est un don en nature, il faut aussi qu'ils attestent d'avoir reçu. Oui, si c'est un don en nature, l'avantage c'est que vous avez déjà les factures d'achat de ce que vous avez, de ce que vous offrez. Si vous avez acheté des sacs de riz, Ce sont les propres produits que je décide d'offrir, par exemple. oui, J'offre du jus de fruits, par exemple, à la présidente. oui, Ils doivent attester avoir reçu ces bien sûr, subventions. bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Il y a d'autres questions? Bon, moi j'ai une question. Aux États-Unis, par exemple, on dit que Donald Trump ne paie pas d'impôts, Elon Musk ne paye pas d'impôts. C'est quand même des personnes qui ont de grandes entreprises. Est-ce que au niveau du Bénin, l'État a mis des dispositions pour exonérer d'impôts si par exemple une entreprise, selon sa taille, a un certain nombre d'entreprises ou, comme il a dit, mettre des actions humanitaires au fait ou a des actes qui aident au fait l'État à gérer certains problèmes. Je ne sais pas si tu as compris la question. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que même au Bénin, lorsque l'activité que vous menez, vous avez bénéficié par exemple d'un régime d'exception, ou soit vous avez obtenu, vous êtes inscrit au code de l'investissement. La loi sur le code de l'investissement, le code de l'investissement a prévu des régimes qui vous octroient des avantages fiscaux. Dans certains régimes, vous avez l'exonération sur les importations de matières premières ou de tout ce que vous importez par la douane, l'exonération de TVA. Vous avez, en plus de ça, des exonérations sur l'impôt sur les sociétés. Je sais que le régime C, par exemple, donne une exonération en phase d'exploitation de l'activité, une exonération avant 15 ans. Donc, ceux dont tu parles, je ne sais pas s'ils ont dans leur législation de ce genre de régime de facilité ou d'incitation qui leur permet d'investir. Parce que pour avoir ce régime ici, c'est en fonction des investissements que vous voulez faire. Vous avez un projet comptable. Donc, au lieu de le faire normalement et de payer les impôts régulièrement, si vous êtes éligible à l'un des régimes du code de l'investissement, vous faites des formalités au niveau de la pièce qui vous facilite les choses et vous obtenez un décret. Dans ce décret, on dira telle entreprise qui est spécialisée dans tel secteur, et il y en a beaucoup bénéfices qui relèvent de cette régime du code de l'investissement. C'est pour les aider, c'est les avantages qui sont institués pour les aider à investir. Et on parle de nos investissements. Donc, je suis sûr que ceux-là aussi doivent faire des investissements conséquents pour avoir des avantages fiscaux. Et la plupart des investisseurs de haut rang, généralement, quand ils veulent investir dans un pays, ils s'attendent à ce que l'État, le pays dans lequel ils viennent investir, leur offre des facilités fiscales. Parce qu'ils se disent ils vont recruter du personnel, et souvent c'est beaucoup d'employés, ils vont mettre en place des plateformes industrielles, donc il y aura quand même des services connexes et tout ça. Pendant un certain nombre d'années, on les exonère et après, ils commencent à payer l'impôt, normalement, comme tout le monde. Ma question va. Je veux poser une question par rapport à l'achat des matières premières, surtout pour les entreprises qui sont dans l'agroalimentaire.
et qui vont dans le marché acheter et autres, qui achètent aussi des emballages, on dit souvent des emballages perdus. Je suppose que j'achète des emballages à raison de prendre quelques montants, je prends 100 millions et j'achète des emballages depuis Lomé, près là. Voilà qu'on me dit aujourd'hui que je dois avoir des factures normalisées. Le fournisseur me fait une facture normalement. Il me fait une facture, il y a le montant sur ça, il y a ses contacts sur ça. Je ne sais pas quelle incidence comptable ça va poser quand j'aurai un contrôle fiscal. Est-ce que cette facture-là ne sera pas rejetée? C'est la première question. La deuxième question, les entreprises qui sont dans l'agro font souvent beaucoup de petites dépenses. Beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est que c'est énorme. Et aller acheter, il y a des déplacements par-ci, par-là, et aller acheter des petits trucs, peut-être quelque chose est gâté, peut-être j'ai besoin du piment et j'ai juste besoin du piment pour 100 francs. Des petits dépenses, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle. Donc, comment est-ce qu'il, à part les comptes de caisse, de sortie où il faut, la personne qui prend l'argent doit signer et tout, comment est-ce qu'il faut réellement? Parce que tu n'as pas une facture. Tu as juste un compte de caisse qui prouve que tu as remis de l'argent à quelqu'un pour effectuer des achats et la personne revient avec le matériel. Il n'a réellement acheté ça, mais quand l'impôt vient, il voit tout ça, en fait, ça embête un peu les inspecteurs. Comment est-ce qu'il faut réellement faire le traitement? Je voudrais qu'on essaie quand même de vous détailler un peu comment il faut s'y prendre par rapport aux entreprises agro qui sont dans l'agroalimentaire et qui font beaucoup de petites dépenses, qui font également des achats en dehors du pays. Je vais, par exemple, pour l'agro Nigeria, je fais des achats là, je prends une facture normalement et j'achète dans d'autres pays, peut-être la facture n'est même pas en francs CFA, mais j'ai payé normalement en francs CFA et tout. Comment est-ce qu'il faut faire ces traitements-là? Il faut essayer de nous faire un briefing sur ça. Après ça, par rapport au redressement fiscal, quand l'inspecteur finit, et bon, c'est vrai, vous avez dit que son objectif premier, ce n'est pas le redressement fiscal, mais je dirais que lui, il travaille pour amener de l'argent dans la caisse de l'État. C'est pourquoi il essaie toujours de voir, de tirer, de trouver quelque chose. C'est sa mission. Il est payé pour ça, on ne le refuse pas. Mais nous, entreprises, surtout les jeunes entreprises, quand vous naissez, que vous êtes en train de vous débattre, vous en sortir, qu'ils commencent à débarquer chez vous, ça pèse un peu, c'est pas l'argent. On a vu des petites entreprises qui se sont fermées, qui ont fait juste 2 ans, 3 ans, et à cause des impôts et autres, ils n'ont pas pu tenir. Ils sont fermés aujourd'hui. Elles sont fermées aujourd'hui. Et donc, quelles sont les dispositions que toute entreprise, petite, moyenne, grande, quelles sont les dispositions réelles qu'il faut prendre pour qu'au bout d'un contrôle fiscal, l'entreprise soit libérée, même si on doit lui reprocher des choses, peut-être des taxes qu'il n'a pas payées, on lui demande de payer ces taxes-là, peut-être avec les pénalités qui vont s'ajouter ou autres, pour ne pas chaque fois qu'on rentre dans les histoires de. Pour une entreprise qui est régularisée, qui respecte le minimum, pas une entreprise qui fabrique du jus et va faire location de 400 millions, non. Des entreprises qui respectent quand même, qui sont sur le bon chemin. Comment est-ce qu'il faut faire pour les épargner de ces anomalies-là? Je ne sais pas ce que vous savez ici. Merci à vous pour vos questions. Alors, je prends le premier cas. Vous effectuez des achats à l'extérieur du pays. Il faut dire qu'en matière d'importation, le document justificatif probant, c'est le document douanier. Vous êtes allé acheter une machine à Lomé, le circuit normal. Quand il fait la douane, vous dites au douanier, j'ai une machine, vous faites des formalités de dédouanement. En ce moment, vous communiquez la valeur du bien. Parce que c'est sur cette base que la douane est payée. Donc, cette valeur admise dans le document douanier d'importation qui génère les droits et douanes que vous payez constitue le document justificatif en plus de
la facture que vous avez reçue de votre fournisseur. Donc, c'est le procédé ça pour les admettre en comptabilité. D'accord? Maintenant, lorsque vous avez affaire à des prestataires, parce que ça c'est une importation, mais vous avez affaire à des prestataires étrangers, un certain nombre d'impôts que vous allez reverser à l'État. D'accord? Donc, pour ce qui concerne les étrangers, c'est ce mécanisme-là. Alors, le document douanier d'importation est valablement suffisant pour justifier l'importation. Ensuite, la facture du prestataire étranger, on ne peut pas exiger à un prestataire étranger de faire facture normalisée, parce que c'est territorialement admis. Donc, pour les étrangers, leurs factures, et puis les plans de paiement, les retenues que vous avez à faire correspondent aux obligations fiscales que vous avez en ce qui les concerne. Deuxième question, c'était de savoir pour les entités qui, quand même, les PME qui essayent de respecter les règles, comment faire pour éviter. C'est pour cela qu'il y a le vendredi fiscal à la PME. Alors, généralement, comment nous procédons? Nous laissons le cabinet respectif pour, à la période, à la fin du mois, nous faisons en permanence ici, pendant le dernier vendredi, pour aider les entreprises qui ne savent pas faire les déclarations, qui sont au début et tout ça. Il y a plein de problèmes. Donc, les gens viennent ici rencontrer un membre de la BFI pour poser son problème. Il arrive que nous aidons certains à faire les déclarations. On leur dit, voilà, portez tel document, voilà ce que vous avez déclaré, on les aide à le faire. Donc c'est ce partenariat-là qui, pour moi, ce genre de choses, les entités doivent bondir là-dessus. Parce que pour payer les services d'un fiscaliste, si vous devez venir à mon cabinet pour que je vous fasse le travail, vous allez payer de l'argent. Et l'État, à travers la PME, nous mobilise nous autres, d'accord, pour que nous offrons ces services-là gratuitement. C'est une gamme sur laquelle vous devez bondir. D'accord? Donc, à ce genre de séance-là, vous êtes sûr de rencontrer les professionnels qui vont vous aider à faire correctement vos déclarations. Vous savez, lorsque vous faites vos déclarations correctement, vous réduisez déjà les risques fiscaux, ça devient décisif. Et ça vous a dit que d'autres problèmes peuvent se poser. Mais ces problèmes-là ne seront que des problèmes d'interprétation. Et non des problèmes de dissimulation. Parce qu'il y a de ces erreurs qui sont pour moi, qui sont des erreurs bêtes. Aujourd'hui, recourir à la dissimulation pour un fiscaliste nous dira, c'est pas la peine. C'est juste une politique de touche en fait. Donc cela ne nous arrange en rien de faire une dissimulation. Mais si vous comprenez quelles sont les marges de manœuvre que vous avez, vous n'avez pas de problème. Des fois, on peut ne pas avoir l'intention de dissimuler. Dans le cas qu'elle a eu à prendre tout à l'heure, si quelqu'un va peut-être acheter un écran, juste un écran placement pour mettre dans le rôle de son entreprise. Arrivé au niveau de la douane, vu que c'est juste un seul écran et que peut-être la douane n'a pas pu, je ne sais pas, ça n'a pas été dédouané. Alors que la personne a la facture, on lui a délivré peut-être du Togo là-bas, mais qui n'est pas une facture considérée comme normalisée. Comment est-ce que la personne, une fois que la personne vient au pays, comment est-ce que de façon concrète ce cas a pu être traité par exemple? Est-ce que c'est de la mauvaise foi? On peut considérer ça comme de la mauvaise foi? Oui, vous savez, on vous laisse toutes les télévisions qui sont disponibles sur le marché québécois où vous pouvez avoir des factures normalisées. En fait, il faut apprécier les opportunités. Tout n'est pas considéré comme opportunité. Si vous me parlez d'une machine professionnelle, une machine pressureuse, je ne sais pas quoi, sur lesquelles pays, d'accord, que vous ne trouvez pas sur place. Et il faut aller importer.
Donc, dans ce cas de figure, ok, ça devient pertinent. Mais si c'est une télévision, vous laissez le marché béninois avec les entrepreneurs béninois de côté, et c'est à l'obé, vous allez trouver votre télévision à vous. Maintenant, en plus, vous ne la faites pas dévoiler. Vous mettez dans le coffre, vous passez la frontière pour venir. Vous vous mettez déjà dans des situations compliquées vous-même. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, avant de chercher une solution, il faut voir déjà d'où l'idée est née et tous les travers que vous avez eu à franchir avant de pouvoir vous retrouver là. Cela m'amène à réaliser. Quand, par exemple, le vendeur béninois ne veut pas vendre quelque chose de bien, oui, c'est ça en fait qui nous a amené dans la situation. Parce que au Bénin, on a cette habitude-là. C'est notre excellence. Au lieu de vendre à ton frère ce qui est bien, c'est là où on veut le torpiller. Je préfère aller chez l'autre pour acheter. Et ça. C'est un l'Ovénia ce qui est bien. Oui, voilà. Parce que le vendeur de l'Ové, il est un peu plus correct, la qualité est bonne et c'est assuré. Pendant qu'en venant au Bénin, peut-être que mon frère béninois, il va me vendre la même chose, mais en enlevant aussi des pièces. Donc, c'est ce qui emmène la personne à pouvoir s'approvisionner ailleurs que de s'approvisionner à côté là. Moi, je suis que c'est des amis qui peuvent faire du tourisme à l'Ovénia. Vous profitez de cette occasion encore et vous me posez à l'Ovénia. Non, parce que quand même on prend les presseuses de ta raison, il y en a sur le terrain. Mais on peut préférer aller s'approvisionner là-bas parce que la qualité est meilleure. Parce que le vendeur sera un peu plus correct en garantie. D'accord. Si vous avez ces éléments, c'est que vous faites une étude comparative. Ok, après ce que j'achète ici, à qualité égale, si je dois tenir compte du dédouanement, puisque je sais que sans dédouanement, je ne peux pas la mettre dans ma comptabilité. Il faut que ce soit clair en fait. Parce que si vous êtes toujours dans la logique de passer au travers des mailles, c'est-à-dire, vous aurez votre machine, mais la conséquence est là. Moi, je dis que le chef d'entreprise a plusieurs actes. S'il décide de conduire son entreprise avec une certaine sincérité, il y a des décisions qu'il ne prendra pas. S'il décide de faire comme tout le monde, il prend des risques. Ça peut être payant. Certains arrivent à se sortir. Mais tout le monde ne gère pas le stress dans le contrôle fiscal. Il y en a qui ont fermé boutique parce qu'ils ont tellement accumulé des failles que lorsque une vérification générale de comptabilité est passée en 3 ans, leur dit voilà les conneries qu'ils ont rien fait, ils ne vont pas supporter. Et c'est des gens qui parfois, cette chose-là dont nous parlons, affecte parfois leur psychologie. Parce qu'ils se retrouvent avec un montant de 100 millions, 150 millions, et puis c'est la panique, ça va par où passer. Moi, j'ai connu des entrepreneurs de BTP, quand ils achètent, quand ils ont un contrat, la première chose qu'ils font avec la base de démarrage, c'est d'aller s'acheter une voiture sortie d'usine d'abord. C'est comme ça. Parce qu'il dit, c'est ça la paix pour lui tout de suite. Le reste, il ne sait pas. Alors, lorsque celui-là se retrouve après, en comptabilité, à rendre la vie difficile à son comptable, parce que je vous assure, si les comptables doivent vous dire, ils deviennent des architectes, c'est-à-dire le rôle qu'ils jouent dans les entités. Et parfois, à leur corps défendant, ce n'est pas qu'ils ne donnent pas d'informations. Moi, j'ai beaucoup d'amis comptables qui m'appellent et me disent je suis dans tel cas pratique. Toi, qu'est-ce que tu me recommandes? Fais comme ceci. Il porte l'information à son patron. Il dit non. Toi, quand tu veux m'amener à payer plus d'impôts. Non. On va faire comme ça. C'est lui qui a sa société. Mais le jour où les inspecteurs viennent, qu'est-ce qu'on apprend à parler dans ce pays? Et pourtant, j'ai un comptable. Je ne sais pas ce qu'il faut là. Elle est là tous les jours, elle dort. Tout le temps, elle est au WhatsApp. Et pourtant, elle ne peut pas éviter cette erreur.
C'est ça ce qu'on entend. Toujours dans la recherche d'éviter les risques fiscaux, il m'est arrivé de proposer même à une entreprise, achète tes cartes de recharge à tel endroit, où ça dit identifie quelqu'un qui quand même peut te faire une facture pour le fort. C'est-à-dire on a réduit les risques les plus grands, parce que je vous ai parlé des manœuvres qu'on a fait matriculer à l'issue, juste pour que ces chèques de redressement ne reviennent plus les années à venir. Ensuite, on a attaqué des points de mini-dépenses qui, en fait, pullulent dans les entreprises. Mais il faut savoir que, en dépit de tous ces efforts, tout ne peut, dans notre contexte sociologique béninois, tout ne peut pas être justifié à 100%. Et les inspecteurs en sont conscients. Vous prenez un secteur comme la restauration. C'est des gens qui traversent des difficultés à justifier pour des charges. Le cré-cré, elle achète pour préparer. On ne vend pas ça à l'élevage. Vous n'allez pas acheter maman là-bas. Mais vous prenez des marchés et vous êtes obligé de présenter des repas. Donc, dans le souci de justification des charges, vous êtes confronté à des problèmes liés à votre secteur d'activité. C'est connu. Notre association a fait des propositions pour améliorer, parce que c'est des difficultés. Et nous avons demandé à l'administration pourquoi ne pas permettre aux entreprises qui font des menus de dépenses de recourir à des paiements peut-être pas euros, de manière à ce qu'avec des réseaux, ils puissent formater des modèles de factures normalisées. Je veux vous payer, vous êtes au marché d'un repas, je veux vous payer. Donc si la mesure est acceptée par exemple, c'est comme on a eu 6 euros pour l'entreprise, immatriculer, réglementer tout. Et avec ça, je viens vous payer vous. Mais on vous permet vous d'avoir ici, au moins lié à votre activité, au moins ça va vous poser. Tous les gens qui sont au marché, ça va utiliser le mot. Donc, cette transaction me génère l'accusé de réception qui va être formaté en même temps sous forme de facture normalisée. On a fait cette proposition-là. Parce que si ça passe, vous voyez que tout sera facilité. Même le mécanisme du coup, on a essayé d'utiliser le mot. Au moins ça. Donc, on espère qu'on va avoir dans les mois à venir ce que l'administration va faire de cette mesure-là. Merci. Ok, merci beaucoup. Vraiment, on est allé fort encore, on a vraiment détaillé tout ce qu'est le contrôle fiscal et tout ce qui tourne autour de ça. Je suis vraiment content. Et je suppose que l'ensemble des participants arrivent jour en jour, d'heure en heure, à voir clair ce que nous mettons dans le contrôle fiscal. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Oui? Quelle est la nécessité d'avoir un cabinet d'expertise comptable vis-à-vis des impôts? Je n'ai pas compris la dernière partie. Ok. Par exemple, le service des impôts vient faire le contrôle fiscal, s'adresse au cabinet et s'adresse encore à l'entreprise proprement dit. Si le cabinet est un intermédiaire déjà qui doit tout recenser avant le contrôle général fiscal de l'État, quelle est la nécessité alors à l'entreprise d'avoir besoin d'un cabinet? Ok, ce que je vais vous dire, je vais vous répondre avec le test que j'avais projeté. Dedans, on avait dit qu'il y a l'utilité ou l'obligation pour l'administration fiscale de rappeler au contribuable qu'au cours d'un contrôle fiscal, qu'il a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix.
C'est pour dire, et c'est parmi les garanties du contribuable vérifié. C'est une obligation pour l'administration de vous rappeler ça. Et vers la fin, je disais, non, retournez un peu. Voilà, continuez. C'est totalement la fin. En fait, vers la fin, on avait dit que bon, c'est pas grave. On a dit dedans qu'il y a le fait que le contribuable doit se faire assister par un conseil de son choix. Et il faut que l'administration puisse lui rappeler ça. C'est une nécessité. Et je disais vers la fin là que si quelqu'un a un pouvoir, il faut l'exercer. Si vous avez une garantie, il faut l'exploiter. Si on vous autorise à vous faire assister par un conseil de votre choix, vous devez forcément exploiter cette disposition de la loi afin de pouvoir vous aider à garantir tout ce que vous êtes en train de faire en termes de régularité. Votre question était de savoir quelle est la nécessité pour une entité de disposer d'un conseil ou d'avoir un cabinet pour pouvoir l'assister. Comme l'a expliqué mon prédécesseur, il avait bien parlé de tout l'arsenal là qu'on retrouve en matière de contrôle fiscal. Vous-même, est-ce que vous n'avez pas compris qu'il faut forcément la présence d'un professionnel afin de pouvoir vous amener à éviter ces erreurs-là? Donc, l'utilité d'avoir un conseil à côté de soi, c'est de pouvoir éviter un certain nombre d'erreurs que le chef d'entreprise, parce qu'il est en train de vouloir aller dans telle ou telle direction, peut éviter. Lui, il ne regarde pas demain, il regarde tout à l'heure. Quel est l'avantage que j'ai à aller dans tel sens? Le comptable fiscaliste, lui, il ne va pas raisonner comme ça. Lui, il regarde demain. Si on fait ça comme ça, qu'est-ce que la loi nous permet? Donc, l'utilité d'un conseil, c'est ce que nous appelons l'optimisation fiscale. Et l'optimisation fiscale, c'est quels sont les axes que nous pouvons exploiter pour pouvoir nous sortir de la situation tout en payant le juste impôt. Utiliser ou exploiter les failles de la loi pour pouvoir faire ces opérations de façon régulière, telle que la loi l'a demandé, et ne pas payer plus d'impôts. C'est ça l'optimisation fiscale. Ça, on ne trouve pas ça au marché. On ne trouve pas ça dans la rue. Il faut forcément un professionnel qui rencontre plusieurs cas de figure, puisque c'est aussi une question d'expérience. Quand il parlait, il a donné un exemple. Une entité dans la fabrication de jus avec une facture de 400 millions en termes de location de voitures. C'est qu'il y a tellement, les idées sont disparates qu'un professionnel ne peut pas faire ça. Et quand il y a le professionnel à côté, il doit rappeler à son client, en quelque sorte, ou au responsable de l'entreprise, les conséquences de son acte. C'est pourquoi on dit le fiscaliste, c'est le représentant de l'entreprise. Parce que nous faisons de la représentativité. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle e-service. Tous ceux qui sont ici et qui sont comptables savent ce que j'appelle e-service. Quand vous allez aux impôts, vous avez un représentant. Et c'est lui qui fait les opérations, c'est lui qui fait les déclarations. Et nous-mêmes, on utilise notre interface là-bas. Et c'est nous qui vous représentons. Donc, si la chose est tellement bien faite, y compris des entreprises, les entreprises doivent pouvoir prendre conscience que je dois avoir un représentant aux impôts. Et ce représentant, c'est le fiscaliste.
Et c'est lui qui t'aide à aller dans telle ou telle direction. Lui, il analyse ce que vous perdez face à toute décision que vous avez. Donc, le consultant, le fiscaliste, est le conseiller intime de l'entrepreneur. Toute décision qu'il doit pouvoir prendre, tout acte qu'il doit pouvoir poser devrait par derrière être analysé et qu'on évalue le risque qui est là-dedans. C'est un évaluant de risque qu'on essaie d'optimiser et on va dans tel ou tel sens. Donc c'est l'avantage et l'utilité d'avoir un conseil ça. Et en matière pour les questions de redressement, ne vous tracassez pas parce que ce contrôle est déjà fait en amont. Vous évaluez déjà même le risque que vous courez en matière de redressement et comptablement, il y a même déjà des actes que vous pouvez poser en faisant des provisions. Quand vous constatez que pour l'exercice 2021, là, acte vient de voir un acte et qui fait entraîner un redressement, on évalue même le redressement en termes de francs CFA, ça peut nous coûter 5 millions comme redressement. Vous évaluez le risque, faites votre provision et si on pense à venir, c'est que ça s'exécute. En termes de charge, c'est aussi des avantages que vous avez comme ça. Il y a madame aussi qui voulait poser une question. En fait, je voulais demander une chose. Une entreprise qui doit les impôts, mais finalement décide de fermer son entreprise parce que bon, il n'arrive pas à payer les impôts tout et tout. Mais quelques temps après, on remarque que l'entreprise là ouvre encore, mais change de nom. Dans ce cas maintenant là, est-ce que les impôts que l'entreprise là devrait, genre il aura encore à payer ou dans le cas où l'impôt ne sait pas que c'est genre la même structure, genre il perd mais il continue encore, c'est ça? Je veux comprendre. Ok, d'abord, il faut dire que ce n'est pas une bonne pratique. Puisque payer ses impôts, c'est un droit civique. C'est d'abord constitutionnel avant d'être un acte de société. Si bien que toute personne, toute entreprise doit pouvoir savoir qu'il faut payer ses impôts afin de pouvoir participer à l'exécution des activités de l'État, des activités régaliennes. Donc, avoir une entreprise, ne pas payer ses impôts, savoir pertinemment que je dois à l'État et on ferme cette entreprise-là et on va créer une autre. C'est des pratiques comme le dit si bien Ulrich, c'est les pratiques d'avant et c'est les comptables d'avant entre griffes qui permettent ou qui occasionnent ces pratiques-là. Puisqu'on se dit, bon, il faut fermer, il faut créer une autre entreprise. C'est là pour toi. Tant que c'est ton nom. Je me rappelle une histoire. Au moment où on a fait les élections, je crois à l'avènement de ce régime, bien sûr, la question du litige fiscal était née. Et vous allez voir que certaines autorités politiques n'avaient pas pu avoir ça parce qu'ils avaient encore des entreprises qui n'étaient pas à jour. C'est des choses qui vont arriver. Parce qu'on va voir que vous n'étiez pas à jour, par conséquent, vous ne pouvez pas vous-même être éligible et gouverner notre État. Donc, conseil, payer ses impôts et avoir un conseil fiscal pour pouvoir savoir quel acte poser pour ne pas avoir des conséquences lourdes et pouvoir payer et déclarer facilement ses impôts. Une autre question? Donc, c'est une contribution par rapport à la question de mandat. Bientôt, lorsque la loi sur les PME sera finalisée avec les décrets, il ne sera plus possible à une personne d'ouvrir une entreprise, comme vous l'avez dit, qui doit des impôts, le fermer et ouvrir une autre. Ça ne sera plus possible. Parce que tout sera, comme vous avez constaté depuis quelques années, tout est informatisé et ton nom est certainement là. Ils vont vérifier d'abord si l'entreprise antérieure peut-être a fait faillite ou a fait un dépôt de bilan et est fermée avant que tu puisses ouvrir une autre entreprise. Donc, il serait très difficile de pouvoir se balader en changeant de nom d'entreprise. Et puis,
pour finir, c'est que l'État connaît ça déjà, l'administration fiscale connaît ça déjà. Et ils ont des mesures qu'ils votent au début de chaque année pour pouvoir encourager les entreprises à investir. Et dans les dispositions, il est prévu que quand nous ne sommes pas dans le cadre d'une réouverture partielle, qu'on vous permet de payer seulement les impôts, de déclarer, de faire déclaration sur honneur et de payer vos impôts sur les 3 années écoulées. Donc, quand on sait que c'est une entité qui existait, qui est revenue sur le même nom, sous une autre dénomination, on connaît. Quand l'inspecteur va faire des vérifications, il va tomber là-dessus, on va vous faire payer les droits et taxes qui s'imposent en la matière pour pouvoir vous régulariser ça. Donc c'est une... Vous voulez donner ce détail, oui, monsieur? Oui, je voulais apporter une contribution par rapport à la question de madame. Si j'ai bien compris, en fait, sa préoccupation était de savoir si l'impôt, il y a une rétroactivité de l'impôt. C'est-à-dire, quand vous devez à l'impôt et que vous fermez, si quelques années plus tard, l'impôt peut revenir là-dessus parce que l'impôt sait que c'est vous qui étiez derrière l'entreprise. À ça, je pense que c'est lui. Tant que l'impôt vous identifie comme étant celui qui lui doit, même si c'est 100 ans après, l'impôt reviendra là-dessus. Même si vous créez d'autres entreprises, l'impôt reviendra toujours là-dessus. Maintenant, si vous avez fait la déclaration, c'est-à-dire de faillite officielle, que l'entreprise est officiellement en faillite, avant que l'impôt ne vous soit imposé, là, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est la nuance qu'il faut apporter. Pour revenir derrière, il y a ce qu'on appelle la conclusion. Parce que vous avez parlé en termes de rétroactivité. C'est un outil pour l'éducation de revenir derrière pour pouvoir faire un contrôle. Vous allez constater que de jour en jour, que les contrôles s'intensifient, se multiplient. C'est pour éviter que les exercices soient forclos. Et quand on parle de conclusion, c'est que l'État n'a plus le droit de pouvoir notifier des redressements sur cet exercice concerné, si un exercice forclos. Et c'est 3 années derrière. C'est pourquoi vous allez remarquer généralement que pour les dérives générales de comptabilité, ils aillent toujours derrière 3 années pour pouvoir éviter que les exercices soient plus à même d'être contrôlés par l'administration fiscale. Donc c'est un peu ça. Conseil, c'est toujours de bien faire pour que quand il y a contrôle, on ne trouve pas grand-chose et vous continuez dignement votre activité. C'est un peu ça. Oui, il y a monsieur. C'est bon. Vous voulez parler de la prescription? Voilà, c'est de ça que j'ai essayé de parler rapidement. Je suis d'accord. Donc, on voulait continuer. C'était un certain nombre d'erreurs qu'on voudrait vous amener à éviter. Puisque les erreurs à ne pas commettre quand tu connais que tu sais plutôt qu'il ne faut pas faire telle chose, il ne faut pas faire. Donc, quelques erreurs à éviter. Il faut éviter de garder par devant vous les revenus à la source. Il l'a dit dans son exposé quand il a pris la parole. Quand on parle de revenus à la source, il s'agit de TVA, il s'agit d'AIB, il s'agit de retenus sur loyer, on parle de retenus fonciers. Aujourd'hui, vous allez voir que quand il y a un contrôle, l'administration fiscale vérifie ou vous demande de mettre à leur disposition toutes les revenus que vous avez effectués sur votre propriétaire. C'est un moyen de contrôle. Et c'est tout le monde, on est solidaire par rapport à ce type de contrôle-là. Que ce soit le locataire, que ce soit le propriétaire. Donc, il ne faut pas garder sur soi les revenus à la source. Puisque ces revenus sont des impôts payés pour compte de tiers. Et le fait de ne pas les reverser pourrait être qualifié d'une escroquerie. Et c'est vrai, puisque ce n'est pas votre argent. Vous voulez payer un prestataire, vous l'avez retenu 100 francs, vous devez aller verser les 100 francs et avoir la quittance sur vous. Aujourd'hui, l'administration essaie quand même déjà de régler l'affaire et les déclarations sont mensuelles. Si bien que tout le monde essaie quand même de faire ça. Ça fonctionne un peu comme la TVA.
les constructions de produits comme la TVA. À part ça, on a aussi parlé de erreurs évitées. On a dit qu'il faut que l'administration rappelle à l'entreprise la faculté de se faire assister par un conseil fiscal de son choix. Donc, nous, entreprises, nous avons la faculté d'être assistés par un conseil de son choix. Alors, il ne faudrait pas que nous évitons d'exploiter cette disposition de la loi. Il faut organiser son contrôle fiscal. Il faut avoir un conseiller fiscal qui pourra vous aider à vous défendre au moment du contrôle. Donc, ne pas avoir le conseil, ne pas organiser son conseil, ne pas se mettre à disposition un conseil ne peut pas être utilisé pour invalider l'acte de l'administration. Parce que l'État t'a rappelé, si toi, entreprise, tu n'as pas un conseil que tu mets à disposition pour le contrôle, tu ne peux pas dire qu'on ne t'a pas rappelé ça, tu ne peux pas dire qu'on t'a brisé et que c'est seulement l'inspecteur qui parlait et que toi, comme tu es en position de faiblesse, que tu subis le contrôle. Donc c'est un outil que nous rappelons aussi. À part ça, oui, l'organisation du contrôle. Il ne faut pas aussi dissimuler le chiffre d'affaires. Il l'a dit longuement dans son intervention. Aujourd'hui, l'administration dispose de beaucoup de moyens pour pouvoir faire des recoupements, puisque ce qui est charge chez vous est produit ailleurs. Donc, aujourd'hui, l'État dit c'est facture normalisée. C'est bien que l'administration n'a plus besoin, en réalité, de venir chez vous pour faire un contrôle avant de savoir, même de vous notifier un redressement. Puisque nous sommes en septembre. Au cours du mois de septembre, vous avez vendu pour 100 millions. Donc, celui à qui vous avez vendu, lui, il veut des charges, il a déclaré qu'il a acheté chez vous 100 millions. Mais entre-temps, vous qui avez vendu 100 millions, encaissé 100 millions, dans votre déclaration de chiffre d'affaires du mois, vous avez déclaré chiffre d'affaires néant. Est-ce que l'inflation ne pose pas, doit être meilleure avant de savoir que vous l'avez dissimulé ou différé la déclaration de ces chiffres d'affaires-là? Et quand c'est comme ça, on peut déjà vous faire des sanctions pour ça. Si bien qu'aujourd'hui, le contrôle est aussi très facile. Donc, il faudrait qu'on ne dissimule pas le chiffre d'affaires et aussi prioriser l'utilisation des machines MECEF. Parce qu'il y a des sanctions en la matière. Aujourd'hui, des sommes pour pouvoir faire le contrôle et voir si effectivement vous avez la machine MECEF et que vous l'exploitez. Donc, c'est important de le savoir. Bon, en définitive, pour parler quand même de contrôle fiscal, comment se préparer à faire face à un contrôle fiscal. D'abord, le contribuable doit être convaincu qu'il a des droits et des obligations fiscales qu'il doit, en matière fiscale, qu'il doit respecter. Le contribuable doit aussi s'intéresser aux réformes en cours au sein de l'administration fiscale. On a rappelé ça, il y a l'UNICEF, il y a les déclarations, il y a plus loin la déclaration des prix de transfert, ça c'est plus de plus d'entreprise. Donc le contribuable doit savoir que ces déclarations, une fois introduites auprès de l'administration, sont susceptibles d'être contrôlées. C'est pourquoi il faut bien faire. Quand vous faites mal, on va vous contrôler en l'état, on va vous redresser en l'état, vous allez payer des droits, des pénalités et amendes en l'état sur la seule base des déclarations que vous-même vous avez souscrites. Donc, c'est en ces mots que je vais arrêter ma présentation, retourner le micro à M. Riche et il va intervenir si en temps il y a des omissions ou des rappels. Merci beaucoup. Merci. On l'applaudit, non? Alors, merci, chers amis. Nous sommes à la fin de la présentation. Il y a une question en ligne. Il y a une question en ligne. Il y a une question? Oui. Est-ce qu'une micro-entreprise, pour faire sa déclaration,
doit forcément déposer des états financiers. À la date d'aujourd'hui, aucune entité n'est épargnée des états financiers. Aucune entité n'est épargnée des états financiers. Il y a des doléances qui ont été faites par des instances pour que les micro-entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires entre 0 et 20 millions, ne puissent pas satisfaire à cette obligation-là, mais ça reste à l'étape de doléance. Donc, pour conclure, les états financiers ou la déclaration de revenus est obligatoire pour toutes les entités. Merci. Donc, je vous remercie qui êtes en présentiel et ceux qui sont en ligne qui suivent pour attention. J'espère pertinemment que cette séance d'échange vous a apporté plus par rapport à ce que vous aviez comme idée sur le contrôle fiscal et vous donne plus d'outils pour anticiper à votre niveau déjà. Parce que la différence entre deux entrepreneurs, entre autres, c'est la capacité de l'un à réduire lui-même ses propres risques fiscaux par rapport à l'autre. Parce que vous allez vous faire les mêmes activités, avoir le même chiffre d'affaires, le même personnel. Si quelqu'un est plus informé que l'autre, ça se sent dans sa gestion. Donc, merci à vous et je voudrais vous informer, je le disais tout à l'heure, à la fin du mois, il y a le vendredi fiscal pour les déclarations. Le 24. Le 24 de ce mois. Donc, nous serons là, pas forcément moi, mais quelqu'un de notre association fera en permanence ici au cours de la journée pour que vous puissiez vous poser vos problèmes particuliers, pour que vous rencontrez votre difficulté. Donc, à part ça, il y a une formation que mon cabinet, le cabinet 4, a prévu d'organiser ici pour nuancer, pour quand même vous donner des éléments d'information par rapport aux factures organisées. Donc, c'est pour l'information va vous paraître dans les mêmes canaux pour que vous puissiez être informé. C'est probablement au mois de la deuxième quinzaine